C'est avec ce stylo doré, le même qui servait à signer nos cartes de vœux, que ma mère a poussé ce document vers mon assiette comme une accusation muette. En face de moi, 3 avocats inconnus s'étaient installés, leurs mallettes ouvertes et leurs dossiers étalés sous cette lumière jaune et tamisée que ma mère aimait tant. Mon père évitait mon regard, tandis que ma sœur Morgane affichait ce sourire cupide qu'elle réserve d'ordinaire aux étiquettes de prix. Ma mère a joint les mains, s'est penchée vers moi et a prononcé cette phrase répétée toute la semaine. « Signe ça ou tu le regretteras ». J'ai fixé ce stylo en or un long moment, sans faire un geste. Puis, j'ai lâché ce que je gardais en moi depuis des heures, et en 1 minute, la pièce s'est vidée. Pour comprendre comment je me suis retrouvée face à ces 3 inconnus et leurs documents, il faut remonter au matin où j'ai enfin dit non à ma famille. Aujourd'hui, vous et moi allons analyser cette épreuve ensemble. Bienvenue sur Histoire de famille, le podcast des femmes qui cessent enfin de s'excuser pour se protéger. Je m'appelle Faye. Si votre famille vous a appris que l'amour s'accompagne d'une facture, écoutez bien ceci. J'ai 34 ans et je gère mon petit cabinet de comptabilité à Harfleur, juste au-dessus d'une quincaillerie. Mon nom est peint sur la vitrine. Sinclair Comptabilité. J'ai bâti cette entreprise, client par client, depuis 10 ans, comme on remplit un grand livre, une ligne honnête à la fois. Si je m'en sors si bien avec les chiffres, c'est qu'ils ne tremblent pas et ne mentent jamais pour faire plaisir. Ils disent juste où va l'argent. Mes matinées commencent de la même façon. Un café avec Daniel, la radio basse, l'odeur du vieux papier. Daniel a cette régularité tranquille qui effraie ma famille, car la simplicité n'impressionne pas les gens qui veulent du spectacle. Il tartine son pain et s'intéresse à ma journée. Et je fais semblant de croire que tout le monde a cela. J'ai dû apprendre le silence pour survivre au milieu des cris. On me croit réservée, mais je suis seulement sur mes gardes. Alors, ce mardi, quand mon téléphone a affiché le nom de ma mère, mon estomac s'est contracté bien avant mon cerveau. Comme à chaque fois, j'ai laissé sonner 2 coups avant de décrocher, s'agissant là de ma petite révolte secrète. Puis j'ai répondu, car c'est l'autre leçon qu'ils m'ont inculquée. On décroche toujours. La famille passe avant tout, peu importe ce que vous faites. « Faye, ma chérie » a-t-elle lancé, et sa voix possédait cette intonation aiguë et enjouée qu'elle réserve au moment où elle désire quelque chose de hors de prix. J'ai une merveilleuse nouvelle. Daniel a levé les yeux de sa tartine en observant mon visage se décomposer. Je me suis tournée vers la fenêtre pour qu'il ne puisse rien y lire. « C'est au sujet de ta sœur » a poursuivi ma mère. Et d'un coup, l'existence paisible que j'avais construite s'est mise à tourner comme une bombe à retardement. Morgane s'était fiancée avec Ethan Aldridge, dont la riche famille possédait la moitié de notre département et dont le nom ornait le pavillon de l'hôpital. Ma mère a prononcé ce nom lentement, comme si
elle posait de la porcelaine précieuse. Je lui ai dit que j'étais ravie pour Morgane, et je l'étais au fond. On va faire les choses en grand, a-t-elle glissé. Un vrai mariage. J'ai immédiatement relevé le « on ». Dans notre famille, ce mot était un vêtement qui ne s'adaptait qu'à une seule personne. À quel point en grand, ai-je demandé. Elle a ri. 50 000 € environ. Les Aldridge sont généreux, mais c'est à nous d'inviter. C'est la tradition fait. Je suis restée de marbre. 50 000 € représentaient bien plus que les revenus annuels cumulés de mes parents. Ce chiffre astronomique m'était directement destiné. Je l'ai compris sans qu'elle ait besoin de l'ajouter. Tu sais combien ton père et moi sommes serrés financièrement ? A-t-elle poursuivi d'un ton badin. Mais toi, tu t'en sors si bien. Tu as toujours été la plus responsable. Responsable. Ce mot avait été une laisse toute ma vie, déguisée en compliment. Maman, ai-je commencé. Fais. Sa voix a baissé d'un ton. On ne compte pas en famille. C'était son excuse préférée quand l'arithmétique ne l'arrangeait pas. Depuis mes 16 ans, elle me répétait cela. Et cela signifiait toujours la même chose. Paye. J'ai dit que je devais y réfléchir. Elle a entendu un oui, comme toujours, et a raccroché pour commander des fleurs. J'ai posé le combiné et je l'ai fixé en silence. Daniel n'a pas prononcé un mot, se contentant de reverser du café chaud dans ma tasse, ce qui équivalait à une question silencieuse. J'avais 16 ans, la première fois que j'ai payé une facture qui ne m'appartenait pas. L'entreprise de bâtiment de mon père coulait depuis 1 an, même si on préférait parler de période calme à la maison. Puis, EDF a envoyé une mise en demeure écrite en lettres rouges. Ma mère pleurait dans la cuisine, pendant que Morgane, qui avait 8 ans, regardait des dessins animés à côté. Je travaillais à mi-temps au supermarché Leclerc, sur la route nationale 9. J'avais économisé 211 € pour un voyage scolaire. Je les ai donnés à ma mère sans réfléchir, et le soulagement sur son visage m'a marqué à tout jamais. Cette épreuve m'a appris que je pouvais tout réparer et que se sentir utile ressemblait énormément à se sentir aimé, au point qu'à 16 ans, je ne faisais pas la différence. À mes 18 ans, l'entreprise paternelle avait coulé. On murmurait le mot « faillite » à l'église. J'ai payé mes études en faisant la comptabilité des autres. J'ai compris que l'argent a de la mémoire, contrairement aux gens. Sans mot dire, je suis devenue la caisse de secours de la famille. Réparation de voitures, impôts, appareil dentaire de Morgane, caution de son studio, j'ai tout réglé. Je me disais que c'était par amour, que c'était temporaire. Mais quand on paye toujours, les factures grandissent, car on est seul à en porter le poids. Le jour où vous finissez par hésiter à ouvrir votre portefeuille, vous cessez d'être une fille dévouée pour devenir un problème encombrant.
J'ignorais que je me tenais déjà au bord de ce précipice. Ces 50 000 € me semblaient différents d'un simple coup de main. C'était un test. Mais ma famille ignorait un secret me concernant, que j'avais jalousement gardé. 14 mois auparavant, j'avais épousé Daniel Hartley au tribunal d'instance un jeudi avec 2 inconnus pour témoins et une simple tarte partagée dans un bistrot en guise de banquet. Pas de faire-part, pas d'alliance clinquante au repas de Noël, rien qu'il puisse salir. On cache parfois un mariage par honte. Moi, je l'ai caché par simple calcul arithmétique. Il y a quelques années, j'avais présenté un petit ami à mes parents, un homme charmant prénommé Greg qui enseignait la physique-chimie au collège. En moins d'1 heure, ma mère lui avait demandé 2 fois quel était son salaire. Mon père avait rabaissé son métier d'enseignant et Morgan s'était moqué de ses chaussures. Au moment du dessert, il l'avait analysée comme une voiture d'occasion bon marché. Il ne m'a jamais rappelé et je ne lui en ai pas voulu. Alors, quand Daniel est entré dans ma vie, calme et rigoureux, un juriste spécialisé dans les contrats d'un département voisin, j'ai pris une décision radicale. Je ne leur donnerai plus jamais quelqu'un à évaluer. Ils l'ont pris pour un simple clerc, et je les ai laissés croire cette version bien plus sûre. Daniel venait d'une famille qui répare la marche cassée du perron avant même que vous ne la remarquiez, sans jamais tenir de comptabilité affective. Il ne m'a jamais forcé à révéler notre mariage. Il m'a juste dit « Quand tu seras prête, je serai là ». Ce soir-là, il s'est assis en face de moi pour me demander ce que je voulais faire. Je ne sais pas, ai-je avoué. Une partie de moi veut juste signer ce chèque pour avoir la paix. Il a hoché la tête, puis a ajouté « Ou alors, tu pourrais chercher à savoir où va réellement cet argent. » J'ai failli rire. Je suis comptable. Je garde toujours les reçus. 3 jours plus tard, ma mère m'a convoqué chez elle pour ce qu'elle appelait un café de préparation. J'ai conduit durant 15 minutes à travers la ville, les mains crispées sur le volant. La vieille bâtisse familiale paraissait inchangée, fière dehors, mais usée à l'intérieur, comme tant de choses chez nous. Morgan étalait des imprimés brillants sur la table de la salle à manger. Lieu de réception fleuriste de Rouen. Photographe de renom travaillant uniquement en lumière naturelle. Ma mère tenait un bloc-notes où la somme finale était entourée 2 fois. « La voilà !» s'est écriée ma mère. « Assois-toi, on t'a gardé le meilleur fauteuil. » Mon œil, il ne m'avait jamais rien réservé de bon avant d'avoir besoin de moi. Morgan m'a glissé un catalogue. Le domaine de la Grange organise des mariages, c'est sublime. Elle a prononcé ce nom comme un sésame secret. J'ai regardé le total sur le papier. 52 400 €. C'est plus que 50 000, ai-je remarqué.
Ma mère a balayé l'objection d'un revers de main. La marge de sécurité, c'est toi qui nous as appris ça. Elle était fière de son coup. Comme c'est ton métier, on s'est dit que tu gérerais tout en payant les prestataires directement. C'était si bien ficelé que j'ai presque admiré la manœuvre. Il ne me demandait pas de l'argent. Il m'instituait banque officielle et tiroir-caisse illimité. Morgane a ajouté d'un ton assuré. « Ça ne te dérange pas, hein ? Tu n'as même pas de gosse, tu économises pour quoi d'autre ?» Le silence s'est installé. Près de la fenêtre, mon père n'a pas dit un mot. Soudain, j'ai senti ce vieux réflexe remonter en moi. Ce fichu oui automatique qui avait toujours tout acheté. Mais pour la première fois de ma vie, je l'ai gardé pour moi. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non plus une forme de lâcheté que j'ai regretté dès que les mots sont sortis. « Laisse-moi jeter un œil aux chiffres », j'ai dit. « Je te redis ça d'ici ce week-end. » Ma mère a rayonné, comme si j'avais déjà signé. Morgane est retournée à ses papiers, l'affaire étant classée pour elle. Sur le chemin du retour, la honte me pesait sur la poitrine. Moi qui passe ma vie à dire la vérité financière aux gens, je n'arrivais pas à être honnête avec ma propre famille. En rentrant, Daniel était assis à la table avec ses lunettes de lecture, en train d'annoter un contrat de travail. En croisant mon regard, Daniel a tout de suite posé son stylo. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-il demandé. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. Il n'a pas soupiré, ni fait de sermon. Il a juste hoché la tête, comme lorsqu'il hésite à dire une vérité qui blesse. « Faye, ça fait 18 ans que tu y réfléchis, » a-t-il glissé doucement. « Ce que tu n'as pas fait, c'est décider. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Il avait raison. Réfléchir était juste mon mot poli pour capituler lentement. Je me suis assise face à lui. Si je dis non, ils vont me faire passer pour un monstre. Ma mère va ameuter tout le monde, la tante Carole, la paroisse entière. Dimanche, je serai l'égoïste qui a gâché le mariage de Morgane. Sans doute, a-t-il admis. Et si tu dis oui ? J'ai alors pensé à mon bloc-notes, à cette somme qui gonflait sans cesse avant même le moindre achat. Si j'accepte, ça ne s'arrêtera jamais, ai-je soufflé. Ce sera le mariage, puis la maison, le bébé, et ainsi de suite. Daniel a posé sa main sur la mienne. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Tu ne sais juste pas encore comment y survivre. J'ai appelé le samedi matin, exprès, car c'est là que je suis la plus courageuse. Ma mère a décroché de suite. « Fait, parfait, j'ai le fleuriste en ligne. »« Maman, ai-je dit, je ne peux pas financer le mariage. » Un lourd silence s'est installé, au point que j'entendais le vieux coucou de sa cuisine qu'elle a depuis 30 ans. Je veux bien participer pour un truc précis, ai-je continué, d'un ton calme, comme face à un client en panique. Je veux bien faire un cadeau normal, mais je ne peux pas assumer 50 000 €. Ce n'est pas une somme raisonnable et ce n'est pas juste de me le demander. Porteur a-t-elle répété d'un ton outré. C'est le mariage de ta sœur. Je sais, après tout ce que cette famille a fait pour toi, j'ai failli lui demander de faire la liste, mais j'ai renoncé. Après un bruit de main sur le combiné et des voix étouffées,
Morgane a pris l'appareil, agressive. « Tu es sérieuse ? Tu vas vraiment me faire ça ? » « Je ne te fais rien, Morgane. Si, tu as plein d'argent et tu choisis de m'humilier devant la belle famille d'Ethan. Tu sais quel est ton problème ? A-t-elle craché. Ce n'est que de l'argent. Fais, tu es la seule à toujours compter. Il y avait toute notre vie résumée là. L'appareil dentaire, les cautions, la voiture bousillée, tout était compté par une seule personne. Et cette personne était le monstre. Pour l'avoir remarqué, oui, j'ai dit, je compte. C'est littéralement mon métier. Elle a raccroché. Ma mère n'a pas rappelé. Ce qui était pire, ce silence était tactique. Chez nous, le silence n'était pas la paix. C'était la préparation du coup d'après. Plantée dans ma cuisine, avec la tonalité dans l'oreille, je me sentais libre et effrayée à la fois. Un non n'était jamais la fin de l'histoire. Les hostilités ont démarré en un jour. Tante Carole m'a appelée pour dire qu'elle s'inquiétait pour moi. La formule polie chez nous pour vous planter un couteau. Mon cousin m'a envoyé un pavé disant que le sang est plus fort que les comptes en banque. Une paroissienne m'a laissé un message vocal mielleux mais assassin sur l'importance de l'unité familiale dictée par ma mère. Elle avait mobilisé son réseau plus vite que n'importe quel organisateur de mariage. C'est ce qui m'a interpellée. J'avais refusé le samedi matin. Dès le dimanche soir, une douzaine de personnes qui n'avaient jamais pris de mes nouvelles avaient un avis bien tranché sur ma générosité. C'était trop rapide, trop bien orchestré. Les gens ne s'activent pas si vite. Par simple orgueil blessé, ils bougent quand il y a une urgence, une date butoir. Assise à mon bureau, j'ai choisi la curiosité plutôt que la colère. Pourquoi précisément 50 000 €? Et pourquoi maintenant? Il n'était fiancé que depuis quelques semaines, sans date de fixée. Ma mère agissait pourtant comme si cet argent devait être bloqué sur le champ, comme si le mariage n'était que le déclencheur d'autre chose. Sur une page blanche de mon carnet, j'ai noté une question. À quoi va réellement servir cet argent? Puis, en dessous, pourquoi en ont-ils besoin avant le mariage, plutôt que pour le célébrer? Daniel est entré vers minuit et a lu mes notes. Tu ne réagis plus comme une fille, mais comme une comptable, a-t-il dit doucement. Est-ce que c'est mal? Non, c'est la première chose intelligente qu'il te pousse à faire depuis des années. Dehors, une voiture a ralenti devant la maison, puis a tracé sa route. C'était probablement un hasard, mais j'ai frissonné. Même s'il ne s'agissait sûrement de rien, j'avais la chair de poule. La machine était lancée et je ne voyais pas encore d'où viendrait le coup. Ayant fait les impôts de mes parents pendant des années, je pensais connaître leurs finances par cœur. Le lendemain matin, j'ai sorti mes vieux classeurs bien ordonnés et un détail m'a chiffonné. Il y a 18 mois, j'avais aidé ma mère avec les comptes de la paroisse, un bénévolat où elle m'avait traîné. J'avais alors repéré une nouvelle ligne sur leur maison, un refinancement hypothécaire. Elle avait balayé le sujet en disant que c'était l'idée de mon père, un taux plus bas, rien d'inquiétant. J'avais laissé passer.
Mais là, avec un œil froid, j'ai compris. Ce refinancement n'avait rien réduit. Il avait servi à obtenir du cash. Une seconde hypothèque déguisée en bonne affaire. Je me suis calée dans mon fauteuil. Mes parents, incapables de payer un mariage, avaient emprunté sur le seul bien qu'ils possédaient. Pourtant, cet argent n'était allé nulle part. Pas de nouvelle voiture, pas de travaux dans leur vieille maison, pas de vacances. Alors, où était-il ? Une entreprise laisse des traces, mais une famille cache tout derrière la honte. J'ai lancé un tableau Excel pour y voir clair. C'est ma façon de réfléchir. J'ai listé les revenus et estimé les dépenses. Un gouffre de dizaines de milliers d'euros est apparu au milieu de ma feuille. Mon père faisait du conseil depuis sa faillite, des petits boulots, mais rien pour expliquer ce trou. J'ai fixé ce vide jusqu'à ce que mon café soit glacé. Ce gouffre financier était un monstre qui avait encore faim. Et soudain, ils avaient un besoin urgent de 50 000 € de ma part, avant même d'avoir fixé la date du mariage. Quelque chose de louche se tramait et je n'aimais pas ça. J'allais appeler mon père pour lui poser une question anodine, mais il m'a devancée, ce qui n'arrivait jamais. Sa voix était chaleureuse, un peu trop jouée, comme s'il lisait un texte. « Faye, ma chérie, ta mère et moi sommes désolés pour samedi. » J'ai attendu. Nous ne voulons pas que l'argent nous sépare. La famille ne compte pas ses efforts, tu le sais. Entendre cette même phrase 2 fois en une semaine sonnait comme un avertissement. « Je comprends, papa », ai-je répondu prudemment. « Dis-moi tant que je t'ai en ligne », a-t-il glissé si naturellement que j'ai failli ne rien voir. La saison des impôts arrive. Je vais faire une déclaration groupée pour simplifier les choses. Tu peux m'envoyer ton numéro de sécurité sociale et ton vieux formulaire URSSAF de l'époque où tu m'aidais pour mes missions, juste pour les papiers. J'ai senti tous mes poils se hérisser. Mon père n'avait jamais déclaré ses impôts correctement de sa vie. Je m'en chargeais depuis 10 ans. La déclaration groupée n'existait pas. Il n'avait aucune raison de me demander ça. « Pourquoi te faut-il mon numéro de sécurité sociale pour tes impôts ?» ai-je demandé d'un ton léger. Après un blanc, il a répondu « Tu sais comment sont les comptables ?» Sauf qu'il n'avait aucun comptable. C'était moi. « On va faire plus simple, ai-je dit. Envoie-moi ce qu'il faut et je m'en occuperai directement. Ce sera plus propre. » Sa voix s'est crispée. « C'est plus facile si tu me l'envoies. » Sûrement, mais je n'envoie jamais mon numéro de sécurité sociale par mail ou par téléphone. Déformation professionnelle. Il a lâché l'affaire trop vite, ce qui m'a terrifiée. On s'est dit au revoir comme si de rien n'était. J'ai immédiatement appelé les organismes de crédit pour bloquer mes dossiers financiers. Puis, je suis restée immobile, glacée. Un père ne demande le numéro de sécurité sociale de sa fille et un vieux papier fiscal que pour une raison, mettre son nom sur une dette. Le soir même, j'ai tout déballé à Daniel sur la table du salon. C'étaient nos pièces à conviction. Entre cette seconde hypothèque, l'argent volatilisé, ce mariage sans date, la demande bizarre de mon père et mon crédit bloqué, il y avait de quoi devenir folle. Daniel m'a écoutée,
comme s'il gérait un client en plein naufrage. Aucun geste avant que je n'ai fini. Puis, il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. « Fais, m'a-t-il dit, je te parle en avocat, pas en mari. Ce que tu décris là, cette pression familiale et cette urgence pour te faire signer, c'est de l'abus de faiblesse. C'est sérieux, car la famille est le lieu où la confiance sert d'arme. » J'ai encaissé le coup en silence. Et sa demande pour mon numéro de sécurité sociale ? Son visage s'est crispé. Ça m'inquiète vraiment. Daniel m'a expliqué que si mon père tentait d'associer mon nom à une dette, un vieux document signé et mon numéro suffirait à faire croire que j'avais donné mon accord. Il m'a conseillé de tout noter, de garder chaque message et de ne rien signer, même un papier inoffensif. Quand je lui ai dit que j'avais bloqué mon crédit, il a souri, soulagé. Pendant un court instant, je me suis sentie presque en sécurité, avec lui, notre plan et nos preuves. C'est là que mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro local inconnu. J'ai décroché. « Allô, je parle bien à Fay Sinclair ?» a demandé une voix chaleureuse. « C'est la banque de Harlow pour vérifier les détails d'un prêt joint où vous êtes co-emprunteuse. » Le silence a envahi la cuisine. Daniel s'est figé. Une demande de crédit avec mon propre nom dessus, c'était tout simplement impossible. La femme au bout du fil m'a pourtant confirmé qu'elle avait été déposée la semaine dernière et qu'il vérifiait les détails avant de passer aux signatures. Je n'avais absolument rien demandé, mais la machine était déjà en route. J'ai essayé de retenir cette dame le plus longtemps possible, comme on appuie sur une blessure pour stopper l'hémorragie. Elle s'appelait Brenda. Sa gentillesse rendait la situation encore plus cruelle. Quand j'ai demandé qui était l'emprunteur principal, elle a hésité, tapotant sur son clavier avant de refuser de me donner son identité. Mais elle a lâché le mot que je redoutais tant. J'étais désignée comme co-emprunteuse et garante. J'ai immédiatement affirmé que je n'avais jamais donné mon autorisation pour cela. Le ton de Brenda est devenu plus méfiant lorsqu'elle m'a expliqué que le dossier était en cours et qu'elle ne pouvait pas l'annuler par téléphone sans vérifier mon identité, puisqu'il y avait 2 parties concernées. Il fallait que je me déplace en agence et l'autre emprunteur serait forcément prévenu. Je me heurtais à un mur de béton. J'avais pourtant bloqué mon crédit et résisté à mon père. Mais cette maudite procédure continuait d'avancer sans se soucier de moi. Le système protégeait ceux qui l'avaient conçu, pas les victimes. Quand j'ai demandé dans combien de temps les fonds seraient débloqués après signature, elle m'a répondu 2 semaines. Ce délai de 2 semaines correspondait pile au sentiment d'urgence que ma mère tentait de m'imposer depuis des jours. Après avoir remercié Brenda, j'ai raccroché
et j'ai regardé Daniel, le cœur battant à tout rompre. Ils ont mis mon nom sur un crédit comme garante, lui ai-je dit, et c'est presque validé. Impossible de tout bloquer à distance. Daniel a immédiatement attrapé son bloc-notes avec ce calme olympien pour lequel je l'avais épousé. « Alors, on ne règle pas ça au téléphone ?» a-t-il murmuré. « On va trouver ce dossier, prouver ton absence de consentement et déjouer leur plan. » Puis, il m'a regardé droit dans les yeux. « Fais, ce n'est plus une simple dispute de famille. Utiliser ton identité ainsi, c'est une fraude caractérisée. » À mon tour désormais de chercher les preuves de leur manigance. Si vous avez déjà découvert votre nom sur une facture que vous n'aviez jamais acceptée, vous connaissez ce frisson glacé qui m'a traversé. Dites-moi en commentaire si votre famille a déjà disposé de votre argent sans vous demander votre avis. Et abonnez-vous, car ce que j'ai découvert dans le bureau de mon père dépasse l'entendement. Je devais absolument voir cette demande de prêt de mes propres yeux. Je savais précisément où chercher dans son bureau l'ancienne chambre d'amis au fond de ce classeur métallique gris rescapé de sa faillite personnelle. Impossible de lui réclamer directement sous peine de voir les papiers disparaître. J'ai donc réagi en reprenant mon éternel rôle de fille serviable. J'ai appelé ma mère d'un ton mielleux pour lui dire que j'avais réfléchi et que je m'en voulais de mon attitude. Elle a immédiatement jubilé, pensant avoir gagné. « Je savais que tu changerais d'avis, » m'a-t-elle dit. « Passe jeudi. » Jeudi était le moment idéal, car mon père avait son rendez-vous médical à l'hôpital de la commune voisine, ce qui le retenait tout l'après-midi. Je me persuadais que je n'espionnais pas. J'étais simplement une comptable récupérant des pièces la concernant directement. À mon arrivée, Morgane essayait son voile de mariée au milieu du salon, rayonnante de bonheur. « Regarde !» s'est-elle exclamée. « C'est de la vraie dentelle !» Son bonheur radieux m'a serré le cœur, car la vérité allait la frapper, elle aussi, de plein fouet, sans qu'elle s'en doute le moins du monde. « C'est magnifique !» lui ai-je dit sincèrement. Pendant ce temps, ma mère s'affairait en cuisine, ravie de me voir reprendre mon rôle habituel. Je vais juste chercher les déclarations d'impôts dans le bureau. Papa m'a demandé de m'en occuper. Ai-je lancé d'un ton détaché en m'engageant dans le couloir. « C'est bien, ma chérie, » m'a-t-elle répondu, sans l'ombre d'un soupçon. C'était l'avantage d'avoir été la fille responsable pendant 30 ans. Personne ne se méfiait de moi, près de l'argent. J'ai refermé la porte du bureau, les mains parfaitement immobiles. Bien que le meuble de classement fût verrouillé, je savais exactement où dénicher la clé cachée depuis 20 ans au fond d'un pot à crayon. Certaines habitudes ne meurent jamais. Après avoir écarté les vieux papiers sans importance du premier tiroir, j'ai fouillé celui du bas pour y découvrir une pochette cartonnée neuve qui détonnait au milieu des dossiers jaunis. Je l'ai posée délicatement sur le bureau avant de l'ouvrir. C'était une demande de prêt de la caisse de Harlow.
Mon souffle s'est coupé net en lisant le nom de mon père en tant qu'emprunteur principal, immédiatement suivi du mien sur la ligne réservée à la caution solidaire. Fait M. Sinclair. Écrit noir sur blanc. Le document mentionnait mon ancienne adresse. Cet appartement au-dessus de la laverie automatique, ainsi que mon numéro de sécurité sociale, écrit de l'écriture lourde de mon père. Seule la case de la signature restait désespérément vide, en attente. Il ne l'avait pas encore imitée. Il comptait sans doute me la soutirer par surprise. Ce jeudi dissimulé au milieu des papiers du mariage. Juste en dessous se trouvait un courrier de la banque réclamant ma signature pour finaliser un emprunt de 90 000 €. Pas 50 000, 90 000. Le mariage n'était qu'un leurre grossier pour masquer l'ampleur du désastre et ma véritable valeur à leurs yeux. Je n'étais pas une fille aimée, ni même une simple tirelire à leurs yeux, mais juste une signature propre à hypothéquer. J'ai dégainé mon téléphone pour photographier frénétiquement chaque page avant de tout replacer méticuleusement à sa place d'origine. Je suis ressortie du bureau en souriant à ma mère, lui promettant de revenir jeudi. Une fois installée dans ma voiture, garée dans l'allée de mon enfance, j'ai enfin laissé mes mains trembler de rage et de terreur. Des mains de comptable qui réalisent l'ampleur du vol. 90 000 €. Mon identité usurpée et un plan diabolique pour me faire signer sous la contrainte d'une mise en scène familiale bien rodée. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai préféré me réfugier directement à mon cabinet de comptabilité, un endroit sûr où personne ne pouvait falsifier les faits. J'ai étalé les clichés sur mon bureau pour analyser froidement les pièces du dossier. 2 dures réalités s'imposaient à moi. Mes parents étaient prêts à détruire ma vie pour obtenir 90 000 €. Et ce mariage de rêve n'était qu'un écran de fumée pour couvrir leurs crimes. Mais pourquoi une telle somme ? La seconde hypothèque n'expliquait qu'une partie de ce gouffre financier. Il restait une somme astronomique introuvable que ce nouvel emprunt devait combler en urgence, avant que l'alerte ne soit donnée. En repensant à l'impatience injustifiée de ma mère, j'ai fini par envisager une hypothèse terrifiante. Et si ce mariage faisait lui-même partie de leurs calculs sordides ? Les Aldridge possédaient une immense fortune familiale, et ma mère en parlait comme d'une bouée de sauvetage inespérée. Tout s'éclairait enfin. Je ne faisais plus face à des parents aux abois, mais à des escrocs méthodiques dont j'étais la cible idéale. Si je n'étais pas encore ruinée aujourd'hui, c'était uniquement grâce au coup de fil de Brenda qui avait éveillé ma méfiance. J'ai immédiatement composé le numéro de Daniel. « Je l'ai trouvé », lui ai-je soufflé. « C'est pire que prévu. 90 000 €. Je savais au fond de moi que ce mariage cachait quelque chose de bien plus grand. Si vous étiez à ma place, vous auriez eu le même pressentiment.
Après un silence pesant, la voix calme et assurée d'avocat de Daniel a résonné. Rentre à la maison, apporte tout ce que tu as. On commence notre plan d'attaque ce soir. Nous avons bossé sur la table de la cuisine jusqu'à 2 heures du matin. C'était un sentiment tellement bizarre, mais réconfortant, d'échafauder une défense contre ma propre famille avec l'homme qui m'aimait. Daniel a créé son propre dossier, un vrai solide. Il a imprimé les photos de la demande de prêt et m'a fait rédiger une chronologie de chaque échange, de mon numéro de sécurité sociale jusqu'à mon appel pour bloquer mon crédit. C'est à ce moment-là qu'il a sorti mes vieux carnets de comptes, ceux que je tenais depuis l'adolescence et qui gardaient la trace de chaque euro donné à ma famille. Les 211 € à 16 ans, l'appareil dentaire, les cautions, la voiture bousillée, les prêts jamais remboursés. Des années de sacrifices, écrits ligne par ligne, de mon écriture appliquée. Qu'est-ce que c'est ? M'a-t-il demandé doucement. La preuve, ai-je répondu, que j'ai été leur banque privée, bien avant d'avoir le droit de voter. Il a fixé les pages un long moment, avant de me dire « Fa, c'est le document le plus important en notre possession. Non pas pour l'argent, mais parce que cela prouve leur logique d'exploitation. » Entendre ces mots m'a libérée. Grâce à Daniel, ce qui me semblait être de la mesquinerie est devenu une preuve d'intégrité absolue. Quand je lui ai demandé ce qu'on allait faire de tout ça, il m'a répondu qu'il fallait attendre et les laisser croire que j'allais céder. Ils pensent qu'ils ont gagné et c'est notre plus grand avantage, a-t-il ajouté en me conseillant de ne surtout pas les alerter. J'ai acquiescé, même si cacher la vérité et continuer à sourire lors de nos cafés du jeudi me rendait malade. Mais j'avais confiance en lui et je refusais de baisser les yeux en premier. Il m'a fallu 1 semaine de plus pour découvrir le reste, simplement en lisant des papiers oubliés. Lors d'un déjeuner de demoiselles d'honneur, Morgane a bu 2 verres de vin et s'est mise à table. En se penchant vers moi, elle m'a confié à voix basse que le père d'Ethan allait investir dans la nouvelle boîte de papa, juste après le mariage. Un vrai investissement, car papa lui avait montré les comptes et affirmé que ça allait tout régler. J'ai gardé un visage impassible en souriant. Puis j'ai demandé de quelle entreprise il s'agissait. Morgane a fait un geste vague en parlant de conseil ou de sous-traitance, ajoutant que papa était doué pour ça. Elle ne mentait pas. Elle ne comprenait simplement rien à ce qu'elle racontait. Mais moi, j'ai tout de suite compris. Mon père n'avait aucune entreprise. Il avait un gouffre financier et comptait utiliser un prêt de 90 000 € sur mon dos pour masquer le trou. La seconde étape consistait à obtenir un investissement du riche père d'Ethan, garanti par un mariage grandiose et des comptes truqués. Ce mariage à 50 000 € n'avait rien d'une fête de l'amour. C'était un décor de théâtre monté de toutes pièces pour faire croire aux Aldrich que notre famille était solvable. Et c'est moi qui devais financer cette mascarade en garantissant un prêt frauduleux. Morgane, rayonnante,
n'était que l'appât inconscient de cette arnaque. Je suis rentrée chez moi, la mort dans l'âme. Je savais tout désormais, et cette vérité me rendait responsable de la suite. Soit je payais en me taisant, soit je tirais sur le fil au risque de blesser Ethan ou Morgan. Daniel m'a exposé la situation avec une froideur presque médicale, comme s'il m'annonçait un diagnostic. Il m'a expliqué que je n'avais jamais signé cette demande de prêt et que si ma signature y figurait, c'était une falsification flagrante. Nous pouvions prouver que j'avais bloqué mon crédit et refusé d'aider mon père bien avant leur tentative, la banque ayant déjà enregistré ma contestation. Ce prêt n'existait plus légalement. Et s'il me force à signer un vrai document sous la pression, ai-je demandé. Il m'a assuré qu'un accord signé sous la contrainte familiale, le chantage affectif ou les menaces pouvait être contesté en justice pour abus d'influence, surtout si les bénéficiaires étaient mes proches. Vous savez ce sentiment quand le vent tourne enfin de votre côté ? J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mais d'une manière positive. Pendant des semaines, j'avais été la proie terrifiée, réagissant toujours avec un train de retard. Maintenant, je voyais enfin le jeu de mes parents. Ils pensent me contrôler, s'imaginant que j'étais toujours cette gamine de 16 ans qui donnait 200 € pour mendier un peu d'affection. Ils ignoraient que leur crédit était déjà mort et enterré, que j'avais des preuves, une chronologie claire. Mon avocat dans ma cuisine, 16 ans de registre de compte et surtout une absence totale de peur. Ils jouaient à un jeu que j'avais déjà gagné sans le savoir. Leur plan d'attaque consistait à me piéger en public, mais Daniel m'a assuré que je ne serais plus jamais la victime. Il m'a conseillé d'amener la vérité avec moi et de l'emmener lui aussi. En regardant cet homme, cet avocat, si calme que ma famille avait méprisé, en le traitant de simple clerc de notaire, j'ai senti la peur s'effacer pour laisser place à de la détermination. J'étais prête. Il n'avait plus qu'à m'inviter à dîner. L'invitation est arrivée un dimanche, portée par la voix faussement mielleuse de ma mère, qui me proposait un repas de réconciliation en famille pour apaiser mon père. Elle a glissé après un silence calculé qu'il y avait juste quelques papiers administratifs pour le mariage à signer. Elle savait exactement comment me flatter en disant que j'étais si douée pour l'administratif. Les fameux papiers du mariage présentés comme une simple formalité. J'ai croisé le regard de Daniel à l'autre bout de la pièce, et il a hoché la tête en signe d'accord. J'ai répondu chaleureusement que j'adorerais venir, et elle m'a donné rendez-vous vendredi à 19h, promettant de cuisiner mon rôti de bœuf préféré. Vendredi, c'était la date limite imposée par la banque, le tout dernier jour pour arracher ma signature avant que leur château de cartes ne s'effondre.
Tout convergeait vers cette soirée unique autour de ce rôti de bœuf, et sous cette lumière chaleureuse destinée à me faire culpabiliser. Quand j'ai demandé si je devais apporter quelque chose, ma mère m'a répondu de ne venir qu'avec mon sourire, juste entre nous. Après avoir raccroché, Daniel est venu m'enlacer doucement par derrière, dans le silence de la maison. Il m'a rappelé que je n'étais pas obligée de passer par là et que nous pouvions tout régler par courrier officiel sans que je n'aie jamais à les revoir. J'y ai pensé, mais certaines confrontations doivent avoir lieu en face à face. Je voulais m'asseoir à leur table, manger leur rôti de bœuf et les regarder déclencher leur piège, avant de leur présenter officiellement mon mari. Daniel a souri et a promis de mettre son plus beau costume, celui qui fait riche. La semaine s'est déroulée dans une préparation minutieuse, un peu comme des soldats qui fourbissent leurs armes avant la bataille. Daniel a fait 3 exemplaires complets de notre dossier de défense. Il y avait la demande de prêt falsifiée, le courrier de la banque mentionnant les 90 000 €, mon historique détaillé sous serment, les confirmations du blocage de mon crédit et mes carnets de compte de ces 16 dernières années, scannés et reliés en un seul volume, qui listait chaque euro donné et chaque promesse non tenue de leur part. Il a aussi rédigé une mise en demeure officielle sur le papier en tête de son cabinet d'avocat pour poser des limites claires. L'objectif était de rester parfaitement serein et ce courrier allait sanctuariser notre calme. De mon côté, je me suis entraînée à ne pas trop parler pour laisser mes parents s'enferrer tout seuls dans leurs propres mensonges. Le plus difficile n'était pas de préparer les papiers, c'était de gérer les messages incessants de Morgane qui m'envoyait des photos de sa future pièce montée et des choix de chansons pour sa première danse. Chaque message me rappelait cruellement que si je détruisais leur combine, son mariage de rêve s'effondrerait aussi. Restez bien avec moi, car ce dîner de famille allait bientôt révéler les pires secrets de chacun d'entre nous. On ne peut pas contrôler ce que la vérité coûte aux autres, m'avait-il dit. Mais on peut choisir de ne pas être cruel avec. Il y a une grande différence entre laisser s'effondrer une situation et y mettre le feu soi-même. J'ai gardé cette idée en tête. Je ne voulais rien détruire, je voulais juste arrêter de porter ce mensonge à bout de bras. Ce qui arriverait après ne me concernait plus. 2 jours avant le dîner, Morgane a débarqué à mon bureau. En 10 ans, elle n'était jamais venue. Elle est entrée comme une tempête, bousculant mon unique employé. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit en tremblant. « Maman dit que tu viens vendredi pour tout arranger. » « Arranger quoi ?» ai-je demandé. « L'argent, le mariage, tout. »« Tu règles toujours tout », a-t-elle dit en s'effondrant sur la chaise face à moi. La mère d'Ethan réclame l'acompte de la salle. Le fleuriste attend. Tout s'écroule et on me dit que c'est géré, mais personne ne paie rien. C'est moi qui passe pour une folle. À cet instant, ce n'était plus une menace.
juste ma petite sœur de 8 ans devant ses dessins animés pendant. Ma sœur a cligné des yeux, stupéfaite, balbutiant, que notre maman gérait tout cela avec moi. Très calmement, j'ai répété ce que je leur avais annoncé il y a déjà des semaines. Je ne financerai pas ce mariage. Son visage est devenu livide. Mais alors, qui paye ? A-t-elle demandé. C'était la question centrale, celle que ma propre sœur n'avait même pas songé à poser. J'ai failli lui révéler l'existence du prêt, de l'investissement de mon père, de toute cette machination dont elle n'était que l'appât brillant, mais c'eût été trop cruel. Vendredi, assieds-toi à côté de moi au dîner, lui ai-je dit. Quoi que tu entendes, rappelle-toi que j'ai voulu t'en parler d'abord. Elle est repartie terrifiée, mais elle avait enfin la bonne question en tête. Un cadeau douloureux, mais nécessaire. Retrouver Ethan avant ce dîner n'était absolument pas dans mes plans, mais c'est lui qui a fait le premier pas. Il m'a appelé au bureau le lendemain matin, poli, mais visiblement nerveux, pour me proposer un café en tête-à-tête. « Morgane dit que tu es la personne la plus terre-à-terre de la famille, m'a-t-il confié, et j'ai besoin de repères. » On s'est vus dans la brasserie où Daniel et moi avions partagé une tarte après notre mariage à la mairie, un signe du destin que je ne comprenais pas encore. Ethan était jeune, sincère, le genre d'homme attentionné qui se lève quand vous arrivez. Qu'il aime ma sœur sautait aux yeux en 30 secondes, rien qu'au ton de sa voix quand il disait son nom. Faisant tourner sa tasse, il a avoué. Mon père veut absolument aider l'entreprise de ton père. Trop, peut-être. Il m'a expliqué que son père parlait d'un investissement massif, mais que tout cela lui semblait précipité. Dès qu'il réclamait les chiffres réels, on lui disait de ne pas s'inquiéter, que tout se gérait entre familles. Il a levé les yeux vers moi. « C'est ton métier. Est-ce que je suis fou de vouloir examiner les comptes avant que mon père ne signe ce chèque ?» En observant ce garçon intègre poussé vers un gouffre invisible, j'ai tranché. « Tu n'es pas fou, lui ai-je dit. Tu es le seul dans toute cette histoire à poser la bonne question. » Un immense soulagement a détendu ses traits et j'ai ressenti un terrible élan de culpabilité. Je ne peux pas tout te révéler aujourd'hui, ai-je poursuivi, mais je t'en prie, empêche ton père d'envoyer le moindre sou avant vendredi. Dis-lui de patienter. 1 semaine, ce n'est rien, s'il a confiance en toi. Ethan m'a fixé. On dirait un avertissement, a-t-il soufflé. Prends-le comme un geste amical, ai-je répondu. Il a acquiescé lentement, comprenant le danger à demi-mot. Je venais de jeter une corde de secours au seul innocent de toute cette affaire. Les autres, je les laisserais s'effondrer. La veille du dîner, l'insomnie m'a poussée dans l'obscurité du salon où Daniel m'a rejointe sans un mot. « Raconte-moi une belle histoire, ai-je demandé. Alors il a évoqué notre mariage à la mairie, la tarte mon rire face à la serveuse nous félicitant pour notre anniversaire. Il m'a murmuré qu'il avait su qu'il m'épouserait le soir où je lui avais expliqué très sérieusement pourquoi
Les listes de chiffres m'apaisaient. Daniel m'a répété qu'il n'avait pas peur de mes proches, arguant que les hommes, mesurant la valeur d'autrui sur leur compte en banque, sont les plus insignifiants de tous. J'ai posé ma tête contre son épaule. « Je t'ai caché, j'en suis désolée », ai-je murmuré. Je disais que c'était pour te protéger, mais j'avais simplement honte d'eux. « Je sais », a-t-il répondu, « mais demain, tout s'arrête. Demain, je cesse de fuir. » J'ai repensé au stylo en or de ma mère, celui qu'elle m'avait tendu pour m'extorquer l'accord. J'ai pensé au salon chaleureux, au bœuf bourguignon, à toutes ces armes douces d'une famille qui n'aimait que sous condition. Et j'ai revu l'adolescente de 16 ans sacrifiant l'argent de son voyage scolaire, trompée par le soulagement de sa mère. Si seulement je pouvais murmurer à cette gamine ce que je sais aujourd'hui être indispensable. N'a rien à voir avec être aimé. Une famille qui vous garde uniquement pour ce que vous fournissez ne vous chérit pas, elle vous exploite. Savoir dire non est parfois le plus grand acte d'amour possible, même s'il vous exclut à jamais de leur table. Je n'ai rien répété. Daniel a juste dit « tant mieux, ce sera vrai ». Je me suis endormie vers 3 heures du matin, rêvant de colonnes de chiffres parfaits. À mon réveil, la peur avait disparu, remplacée par une force tranquille. Ce soir, ils allaient découvrir qui j'avais épousé et qui j'étais devenue. Je n'avais pas préparé de discours, juste 16 années de reçu et l'homme qu'ils avaient rejeté. Si vous avez déjà été la personne qui paie toujours celle qu'on ne remercie que par pur intérêt, restez avec moi et abonnez-vous. Ce qui va suivre, c'est ce que vous attendez depuis toujours. Ce vendredi-là est arrivé, tout doux et doré, ce genre de fin d'après-midi qui donne à une petite ville de province des airs de carte postale. Daniel et moi avons roulé 15 minutes vers la maison de mes parents. Il portait ce costume élégant que je lui avais demandé de mettre. Comme certaines batailles se gagnent sur des détails, nous nous sommes garés au bout de la rue, hors de vue. Le plan était simple. J'entrais seule comme prévu. Daniel attendrait dans la voiture avec le dossier. Au moment de leur piège, je lui enverrais un seul mot et il viendrait. J'ai remonté l'allée de mon enfance, mon sac sur l'épaule et le cœur étrangement calme. Par la fenêtre, je pouvais les voir. Ma mère dressait la table, mon père faisait les 100 pas. Mais quelque chose clochait. Il y avait d'autres voitures dans l'allée. 3 belles berlines, inconnues, garées comme des soldats. Je me suis arrêtée. Ma mère m'avait promis que ce serait intime. En fixant ces voitures, j'ai compris qu'elle m'avait menti sur la taille de l'embuscade. Avant de sonner, j'ai texté Daniel. 3 voitures. Sa réponse a été immédiate. Je les vois. Je suis prêt. Dis un mot. J'ai alors sonné. Ma mère a ouvert, veillonnante, dans sa robe des grands jours, celle des mariages et des enterrements. « Fais, entre, je t'en prie. Nous sommes si heureux que tu sois venu. » Derrière elle, la salle à manger brillait d'une lumière tamisée. Le rôti fumait sur le grand plat de service. Autour de la table, 3 inconnus en costume étaient assis,
leurs mallettes ouvertes et des papiers étalés. Ma mère a vu mon regard et a souri, ravie de son effet. « Ne t'occupe pas d'eux, a-t-elle dit. Ce sont des amis de la famille venus nous aider à tout officialiser. » Je suis entrée, la porte s'est refermée et le dîner a commencé. On m'a installée à la place d'honneur, en bout de table, bien en vue. Morgane était là, pâle et silencieuse, triturant sa bague de fiançailles. À côté d'elle, Ethan avait la mâchoire serrée. En croisant mon regard, il a fait un discret signe de tête. Il s'en était souvenu. Il avait demandé à son père de patienter. Les 3 avocats se sont présentés, mais leurs noms ont glissé sur moi comme de l'eau. Ils étaient tirés à 4 épingles et hors de prix, le genre d'homme que mon père n'aurait jamais pu s'offrir. Quelqu'un d'autre payait la note, preuve que la fortune des Aldridge était déjà bien plus impliquée que prévu. J'ai appris plus tard qu'ils avaient été engagés pour rédiger et légaliser cet accord, croyant à un simple arrangement de famille déjà validé. Personne ne leur avait parlé d'un prêt falsifié ou d'une fille qui n'avait jamais dit oui. Ma mère servait le rôti comme un sacrement. Durant 20 minutes, nous avons joué la comédie de la famille unie en faisant la conversation. Mon père s'est mis à raconter une anecdote d'enfance, me décrivant en sainte, toujours prête à se sacrifier. Faye a toujours été si généreuse, a-t-il lancé, aux avocats. Gamine, elle aurait donné sa propre chemise pour aider. Généreuse, le mot poli pour désigner quelqu'un dont on a écrasé les limites. J'ai pris 3 bouchées et j'ai attendu, car j'avais appris la patience auprès des meilleurs. Ma mère a enfin posé sa fourchette et a pris un air soucieux. « Fais, ma chérie, nous ne t'avons pas fait venir uniquement pour dîner. » Ça y est, ai-je pensé. Notre famille a traversé des épreuves, tu le sais. Nous avons une chance de tout arranger pour Morgane et pour nous tous. Elle a fait un signe à l'avocat qui a fait glisser un épais dossier vers mon assiette. C'est un simple accord d'association familiale, m'a dit ma mère d'un ton mielleux. Selon elle, cela officialisait juste notre soutien mutuel pour le mariage et le nouveau projet de mon père. J'ai fixé le papier sans faire mine de le toucher. C'est juste de l'argent fait, a murmuré ma sœur Morgane depuis l'autre bout de la table. Sa voix a tremblé sur ces mots, trahissant un gros doute. Je les ai obligés à patienter pendant que je lisais. C'était leur première surprise. L'ancienne moi aurait signé par amour et sous la panique. Mais la Faye d'aujourd'hui est comptable, et une comptable épluche chaque ligne. Les avocats ont commencé à s'agiter et le sourire de ma mère s'est nettement crispé. J'ai tourné les pages très lentement et là, dissimulé à la page 9, dans un jargon imbuvable destiné à vous endormir, j'ai découvert toutes leurs machinations. Cet accord me rendait personnellement responsable des obligations familiales communes. Une formule si large qu'elle englobait leur prêt de 90 000 €.
j'étais désignée comme garante unique, engageant les actifs de mon entreprise comme garantie. En clair, je devais financer Family Ventures à vie, devenant leur banque éternelle par contrat écrit et exécutoire. Ils ne voulaient pas juste 50 000 €. Ils voulaient faire de moi leur propriété. Mon père refusait de croiser mon regard, tandis que le visage de ma mère s'était figé dans cette moue glaciale que je connaissais par cœur. « Il faut signer ce soir », a-t-elle lâché, d'une voix soudainement dénuée de toute chaleur. « Le mariage a lieu dans 3 semaines, a insisté ma mère. L'investissement de ton père en dépend. La banque exige l'accord d'ici lundi. » Elle a sorti de son sac son stylo doré, celui des cartes de vœux, et l'a fait glisser sur la table jusqu'à effleurer mes doigts. Signe ça, fait. Ses yeux étaient d'un vide effrayant. Sinon, tu le regretteras. Notre famille t'a soutenu toute ta vie. Et si tu nous tournes le dos aujourd'hui, tu n'auras plus de famille. Réfléchis bien. Voilà, la menace déguisée en amour était enfin lâchée devant les avocats, ma sœur Blême et son fiancé. Vous voyez, c'était le piège parfait. J'ai regardé le stylo, puis le regard d'acier de ma mère. Et sous la table, bien cachée, j'ai envoyé un seul mot à Daniel. Maintenant. C'est le mot que j'ai envoyé, puis j'ai croisé mes mains sur l'accord non signé, en affichant un sourire d'une sérénité absolue. Avant de signer quoi que ce soit, j'ai annoncé « J'aimerais vous présenter quelqu'un ». Pile à ce moment, la sonnette a retenti. Ma mère a froncé les sourcils, furieuse de voir son embuscade ainsi perturbée. Qui cela peut-il bien être ? Je vais ouvrir, ai-je dit, me levant d'un bond. J'ai traversé le couloir de mon enfance et j'ai ouvert la porte d'entrée. Daniel se tenait là, impeccable, dans son costume sur mesure, un élégant dossier en cuir à la main. Sans un mot, il est entré d'un pas assuré. Tout le monde, ai-je dit en le guidant vers la salle à manger. Je vous présente Daniel Hartley, mon mari. Ma mère en est restée bouche bée. Marie a soufflé Morgane, d'une voix blanche. Mon père a enfin levé la tête, tandis que nos 3 brillants avocats perdaient instantanément leur assurance arrogante. C'est fascinant de voir comment ces professionnels se figent quand un imprévu débarque dans leur équation bien rodée. Nous nous sommes mariés il y a 14 mois, ai-je déclaré en me rasseyant tranquillement. Je l'ai gardé secret et vous allez vite comprendre pourquoi. Daniel est resté debout. Il a ouvert son dossier pour en sortir un document unique. Quand il a pris la parole, son ton était posé, calme, une voix taillée pour les prétoires. « Bonsoir », a-t-il dit aux avocats. « Je suis le conseil de fait, mais aussi son époux. Je vais vous faire gagner du temps. » Et il a posé sa feuille bien en évidence. Ma cliente n'a jamais consenti et ne consentira jamais à aucun prêt garanti ou engagement financier pour un membre de cette famille,
a déclaré Daniel d'une voix ferme. Toute signature arrachée ce soir sous la contrainte, avec 3 avocats, des menaces financières et l'injonction de signer sous peine de représailles, sera déclarée nulle par n'importe quel tribunal pour vice de consentement et abus d'influence. Ne croyez pas une seconde que cet accord tiendra la route. L'un des avocats s'est raclé la gorge. Monsieur Hartley, c'est juste un accord de famille. C'est un contrat hypothéquant son entreprise pour un prêt de 90 000 €, a répliqué Daniel sans agressivité. Je l'ai lu, page 9. À votre place, je pèserai mes mots, devant témoins. L'avocat s'est tu sur le champ. Ma mère a enfin retrouvé l'usage de sa parole d'une voix particulièrement aiguë. Tu es allé chercher un avocat? Tu oses amener un homme de loi dans notre maison? Non, maman, ai-je répondu calmement. C'est toi qui l'as fait. Tu en as fait venir 3. Moi, je n'en ai amené qu'un seul. Et je l'ai épousé. La lumière tamisée du salon a soudainement pris des airs de salle d'interrogatoire. Autour de la table, ils ont compris d'un coup que le piège s'était retourné contre eux et que le sol s'effondrait sous leurs pieds. J'ai sorti mon propre dossier cartonné de mon sac et je l'ai posé juste à côté de leur accord bidon. Je l'ai ouvert très lentement pour qu'il ne rate rien. « Papa », ai-je dit en le fixant, « on va commencer par toi. » Il a sursauté en entendant son prénom. « Il y a 3 semaines, tu m'as appelé pour réclamer mon numéro de sécurité sociale et ma vieille fiche d'imposition pour une prétendue déclaration familiale. J'ai posé une première feuille sur la table. Il n'y a jamais eu de déclaration fiscale commune, papa. C'est moi qui gère tes comptes, je le sais bien. J'ai posé le 2e document. Voici une demande de crédit de 90 000 € auprès de la caisse d'épargne. Tu es l'emprunteur principal, mais regarde la ligne du garant. C'est mon nom, mon ancienne adresse et mon numéro fiscal rédigé de ta propre main. Un silence de plomb s'est installé. Même les avocats lisaient à l'envers. La seule chose qui manquait, ai-je ajouté, c'était ma signature, que vous vouliez me voler. Ce soir, entre le fromage et le dessert, mon père est devenu livide. Tu as usurpé mon identité, ai-je poursuivi d'un ton glacial et posé, exactement comme Daniel m'avait appris à le faire. Tu sais comment s'appelle ce que tu as fait, papa? Ce n'est pas un emprunt de dépannage, c'est une fraude caractérisée. Dès le lendemain de ton coup de téléphone suspect, j'ai bloqué mon dossier de crédit. Tout est écrit, noir sur blanc. La banque a enregistré ma contestation, bien avant notre dîner de ce soir. Ce prêt est mort et enterré. Et il l'était déjà avant même que je ne mette les pieds ici. Mon père est resté bouche bée. Pendant 16 ans, il m'a répété en boucle que la famille se soutenait toujours. Voilà donc ce qu'il sous-entendait. Il n'avait pas élevé une fille, il avait cultivé un actif financier.
Je ne vais pas porter plainte contre toi, ai-je conclu. Je ne fais pas ça pour toi, mais pour éviter que maman et Morgane sombrent avec toi. Je ne suis pas comme vous. Son soulagement s'est changé en honte. Vous l'aurez compris, c'était sa première réaction sincère depuis des années. Mais je te le jure, tu ne toucheras plus à mon nom ni à mon argent. Notre banque recevra mon recommandé dès lundi. C'est fini. Il s'est effondré sur sa chaise, vidé de ses forces. Un de moins. Je me suis tournée vers ma mère. Elle n'était pas du genre à flancher. Elle s'est levée d'un coup sec, livide, le masque tombé. Comment oses-tu faire ça chez moi, après tous mes sacrifices ? Parlons plutôt de ce mariage, maman, ai-je répliqué sans bouger d'un pouce, parce que celui qui reste calme n'a jamais besoin de hausser le ton. 50 000 € pour louer une grange chic et payer un fleuriste de renom. J'ai tourné calmement une page de mon dossier. En réalité, le mariage n'était qu'un prétexte. C'était une immense mise en scène. Tu avais désespérément besoin que la famille Aldridge nous croie riches et prospères pour pousser le père d'Ethan à investir une fortune dans la fameuse nouvelle entreprise de papa. Une société fantôme créée uniquement pour boucher un gouffre financier dont je ne vois même pas le fond. En entendant mes mots, Ethan s'est figé sur sa chaise. Il a balayé la pièce du regard troublé. Les chiffres qu'ils ont montrés à mon père, a-t-il murmuré, c'est du vent. Je l'aille conseillerais de faire vérifier tout ça de très près. À mon avis, ces bilans décrivent une famille qui n'existe que sur le papier, ai-je ajouté doucement. La voix de ma mère a claqué comme un fouet. Espèce d'ingrate, tu n'as aucune idée des sacrifices requis pour sauver les apparences quand tout s'effondre. Tu te crois supérieure avec ta petite entreprise et ton mariage en douce. Je pense surtout, ai-je répondu, que tu m'as répété la même leçon toute ma vie. Dans une famille, on ne compte pas. Je me suis enfin levée pour lui faire face. Tu sortais cette phrase magique chaque fois que tu voulais obtenir quelque chose ou quand les calculs ne t'arrangeaient pas. J'ai laissé planer le silence. Tu avais raison, maman. On ne compte pas. J'ai alors brandi mon dossier ouvert. Voilà pourquoi j'ai tout consigné pendant 16 ans, centime par centime, ai-je dit d'une voix neutre. Il fallait bien que quelqu'un tienne un registre honnête dans cette maison, pour chaque promesse non tenue. Et c'est tombé sur moi. Ma mère a fixé mes colonnes de chiffres, terrassées par la preuve évidente que cette fille, qu'elle croyait naïve et manipulable, gardait les yeux grands ouverts depuis le début. Pour la première fois de ma vie, elle est restée sans voix, avant de perdre totalement le contrôle dans un déluge de cris de larmes et de menaces. Je suis restée de marbre face à cette tempête. Le stylo en or gisait entre nous. Je pensais avoir surmonté le pire. Mais ma mère a plongé sa main dans son sac pour me jeter une liasse de feuilles au visage. « Tiens, tu te crois maline, on a la preuve de ton accord écrit. » Je revois encore ce moment précis où l'un des avocats s'est penché sur le dossier
avant de se rasseoir visiblement mal à l'aise. En baissant les yeux, mon cœur si solide jusque-là s'est brisé. Devant moi s'étalait une pile de mes propres messages imprimés. Des années de SMS où je disais oui à tout, promettant d'aider et de ne rien réclamer à ma mère. C'étaient les mots automatiques d'une fille incapable de dire non. Il les avait archivés, gardant mon amour sous clé, pour prouver que j'acceptais leurs dettes de mon plein gré. À l'âge de 16 ans, avec ces $211, j'avais cru que me sentir utile signifiait être aimé. Ma famille venait de transformer cette tendresse en une arme légale pour m'embusquer. Cette trahison m'a blessée bien plus profondément que l'emprunt falsifié ou leurs menaces répétées. Ce n'était pas seulement le vol de mon argent, c'était le fait qu'ils aient étudié ma bonté comme une faille pour monter un dossier contre moi. Je suis restée immobile. Daniel a voulu intervenir pour protester, mais j'ai doucement posé la main sur son bras, car je devais régler cela moi-même. « Vous avez gardé ma gentillesse comme preuve ?» ai-je dit d'une voix ferme, malgré mes tremblements intérieurs. « Vous avez regardé la seule partie de moi qui vous aimait sans condition, et vous y avez vu une faille juridique. » J'ai rassemblé les feuilles imprimées pour les poser sur leur accord de dette. Ce n'est pas la preuve que je vous dois quoi que ce soit. C'est la preuve que je dois vous fuir. C'est à ce moment précis qu'Ethan s'est levé à bout de patience face à cette mascarade. Il valait tellement mieux que cette famille qui cherchait uniquement à s'accaparer sa fortune par le mariage. « Je dois dire quelque chose », a-t-il annoncé d'une voix stable, même si ses mains tremblaient de rage. Il a fixé mes parents avec un regard que je ne connaissais que trop bien pour l'avoir eu toute ma vie. L'expression de quelqu'un qui réalise soudain qu'on ne le voit pas comme un être humain, mais comme un simple tiroir-caisse. Votre père allait investir dans une entreprise fantôme, a-t-il expliqué, sur la base de faux bilans. Vous vouliez utiliser l'argent de ma famille pour boucher vos trous en vous servant de Morgane. S'adressant à elle, son regard s'est adouci. Tu le savais ? Non, Ethan, je le jure, a-t-elle murmuré. Je te crois, a-t-il répondu. Je pouvais voir qu'il la croyait sincèrement, et au fond, cette confiance signifiait beaucoup. Puis il s'est tourné vers moi pour me remercier simplement de l'avoir prévenu et d'avoir dit à son père de temporiser. Tu n'avais pas à me protéger, m'a-t-il soufflé. Je ne fais même pas partie de ta famille. C'est précisément pour cela que je l'ai fait, lui ai-je répondu. Tu es le seul innocent ici. En prenant son manteau, il s'est arrêté près de Morgane pour lui dire qu'il l'aimait, mais qu'il refusait de bâtir un mariage sur un tel tas de mensonges. Si tu veux découvrir qui tu es, loin d'eux, tu sais où me trouver. Il est parti, digne, sauvant sa fortune. C'était la seule sortie honorable de cette maison corrompue. Je l'ai laissé partir sans un mot, respectant son choix courageux. Le déclic discret de la porte d'entrée qui se refermait derrière lui résonna comme le son le plus doux de toute cette terrible soirée.
Peut-être avez-vous déjà vu quelqu'un s'effondrer en réalisant que sa vie entière reposait sur un mensonge. C'est ce qui est arrivé à Morgane. Assise au milieu des débris de son mariage, elle a regardé nos parents d'un œil neuf. « Vous m'avez utilisée », a-t-elle dit sans l'ombre d'un doute. La robe, le lieu, la famille Aldridge, tout cela n'était qu'un piège. Je croyais qu'on s'occupait enfin de moi. Son rire s'est brisé net lorsqu'elle a compris qu'elle n'était que l'appât. Ma mère a tenté de l'interrompre, mais Morgane s'est tournée vers moi, le maquillage coulant sur ses joues, se rappelant soudain ma mise en garde à mon bureau. Tu voulais savoir si j'avais épluché le vrai budget, m'a-t-elle rappelé d'un ton amer. Mais je t'ai cru jalouse à l'époque. Je sais, ai-je répondu doucement. Ce n'est que de l'argent, Faye, a-t-elle murmuré, répétant ce vieux refrain familial qui sonnait cette fois comme une vraie interrogation. Est-ce que c'est ce que tu as cru toutes ces années ? J'ai avoué avec précaution que je pensais qu'en payant sans cesse, j'achèterais leur amour. Je m'étais trompée sur toute la ligne, moi aussi. Contrairement à Ethan, Morgane ne pouvait pas s'enfuir si facilement. Elle avait trop accepté, trop dit et trop cru que j'étais l'égoïste de service. Pourtant, elle n'était pas le cerveau de cette arnaque, juste une fille piégée par le même scénario familial. Je ne cherchais pas à la racheter ce soir, ni à effacer ces années de silence, mais je refusais de lui fermer définitivement la porte. Quand tu seras prête à voir la réalité en face, lui ai-je dit, appelle-moi. Pas pour de l'argent, car j'en ai fini avec ça, mais je répondrai. Je m'étais juré de laisser sonner 2 fois avant de décrocher. C'était tout ce que je pouvais encore offrir. Cette fois, la discussion s'arrêtait là, ce qui était une grande première chez nous, où les conflits s'éternisaient sans jamais rien régler. Tout était enfin tranché. L'avocat principal avait déjà fermé son dossier en déclarant froidement que son cabinet se retirait de l'affaire et en éloignant le contrat des mains de ma mère. Notre cabinet ne peut pas s'associer à de telles pratiques, a ajouté l'avocat d'un ton sec pour signifier leur retrait immédiat. Il leur a conseillé de trouver un autre défenseur et d'oublier définitivement mon nom. Ses confrères bouclaient déjà leurs affaires, pressés d'échapper à ce dossier brûlant. Mon père semblait totalement anéanti sur sa chaise, tandis que ma mère restait figée, cherchant en vain le levier habituel de la culpabilité ou du devoir familial. J'ai récupéré mes documents, preuve écrite de ma naïveté passée, laissant leurs faux accords sur la table. Daniel a posé une main rassurante dans mon dos, promettant calmement à l'Assemblée d'envoyer notre courrier officiel à la banque dès lundi. Je vous suggère vivement de vous entourer de vrais conseillers juridiques avant de retenter une telle folie, a conclu Daniel. Près de la sortie, ma mère a tenté son ultime va-tout, avec cette voix tremblante qu'elle utilisait toujours pour nous faire culpabiliser. Si tu franchis cette porte, Faye, c'est fini, tu n'auras plus de famille. Je me suis arrêtée net pour contempler la pièce.
ce rôti refroidi et ces gens qui m'avaient répété pendant 34 ans que mon amour n'était qu'un crédit à vue. « Maman », ai-je dit, sans la moindre colère dans la voix, ce qui l'a terrifiée. Je n'ai plus de famille depuis bien longtemps. Je n'ai qu'une ardoise à régler. J'ai alors ouvert la porte sur l'air frais du soir. J'ai simplement cessé de régler leurs dettes avant de franchir le seuil de cette maison d'enfance, serrant 16 années de reçu contre moi, sous le regard bienveillant de mon mari. Les retombées ont été bien plus calmes que prévu. Daniel a envoyé sa lettre recommandée à la caisse d'épargne dès le lundi matin et la demande de prêt frauduleuse a été annulée sur le champ pour usurpation. Mon nom en a été définitivement radié. Face aux preuves évidentes et à un gendre avocat, mon père n'a pas insisté. Les 90 000 $ qu'il convoitait se sont envolés, le laissant face à ses propres gouffres financiers. Quant au mariage de 50 000 $ destiné à épater la galerie, il est tombé à l'eau. Le père d'Ethan s'est désengagé de cette affaire bidon à une vitesse record après que son fils lui a révélé le poteau rose. Privé des fonds de la famille Aldrich, les plans échafaudés par mes parents se sont effondrés. Je n'en ai tiré aucune joie, car voir ceux qu'on a aimés se faire prendre à leur propre piège n'est pas une victoire, c'est juste un juste retour des choses. Dans l'entourage, les langues de vipères qui me traitaient d'égoïste se sont tues quand la vérité a fini par éclater au grand jour. Certains m'ont même appelé pour s'excuser, ce que j'ai accepté froidement et sans rancune. J'avais fini de compter les points. Morgane et moi ne sommes pas proches aujourd'hui. Je ne vais pas mentir. Pourtant, elle a fini par me téléphoner environ 2 mois plus tard, sans rien me demander d'autre que de m'écouter lui parler de sa nouvelle vie. Elle s'était installée dans son propre studio à quelques kilomètres de là, avait trouvé un emploi et consultait un thérapeute qui la questionnait sur notre enfance. J'essaie d'apprendre la différence entre se sentir indispensable et être aimé, m'a-t-elle confié. C'est fou comme une seule phrase peut résumer toute une existence, n'est-ce pas? Mes larmes ont failli couler en l'entendant formuler cela. Nous discutons parfois aujourd'hui. C'est plus sain et surtout plus honnête. Mes parents et moi ne nous parlons plus et c'est bien mieux ainsi. Ma mère m'a écrit une lettre de 3 pages. Ça commençait par des excuses et finissait par me demander de l'aide pour leur seconde hypothèque. Je l'ai lue une fois et je n'ai pas répondu. Les gens finissent par montrer leur vrai visage, et le mieux est de les croire. J'ai dit à mes clients que je gérais les comptes de tout le monde sauf les miens, et j'ai commencé à penser à moi. Le vendredi suivant, Daniel et moi avons dîné en tête-à-tête, dans un bistrot réputé pour ses tartes. J'ai confié à la serveuse que nous fêtions nos 14 mois, sans baisser la voix pour dire son nom.
pour la première fois, mes chiffres tombaient justes. J'avais cessé de laisser ma famille puiser dans un compte que je n'avais jamais accepté d'ouvrir. Le téléphone sonne encore parfois. Je le laisse sonner 2 fois par habitude. Mais aujourd'hui, si je décroche, c'est que je le veux bien. C'est là toute la différence entre une famille et une dette. Voici la seule ligne de compte à retenir. Ma gentillesse n'était pas le problème, mais le fait qu'il la prenait pour un crédit illimité. En fermant ce compte, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai compris que je portais un fardeau qui n'était pas le mien. Voilà comment une phrase calme a vidé la pièce, balayant le stylo doré, les 3 avocats et les 90 000 € empruntés sur mon avenir. Si votre amour ressemble à une facture, posez des limites avant l'addition. Dites-moi en commentaire où vous avez enfin dit non. Abonnez-vous pour ne rien rater et à bientôt!